Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième conférence dans le cadre de Primart et qui est PAMX. Je suis très content de pouvoir accueillir aujourd'hui, déjà à vous, qui êtes venus voir cette petite discussion informelle sous forme de table ronde, et surtout nos invités, que je remercie d'être venus. Certains que je connais bien, et d'autres que je découvre, et dont je remercie vraiment d'avoir pris le temps et d'être parmi nous. Je me permets de vous présenter, si je dis quelque chose que je ne devrais pas dire ou qui n'est pas exact, merci de me corriger tout de suite. Comme ça, pour avancer, donc Monsieur Vissard, qui est l'adjoint au responsable des soins de l'unité d'addictologie aux hôpitaux universitaires. Le Dr Martins, qui est donc le chef de clinique de l'unité d'addictologie aux hôpitaux universitaires. Je vous remercie d'être venu partager avec nous sur un sujet qui fait entièrement partie de notre milieu, mais dont on discute très peu, pour des raisons qu'on verra aujourd'hui. Sébastien Boucher, ça me fait très plaisir de te voir. Merci d'être là. Sébastien Boucher, qui est danseur, organisateur du Groove & Move. Qu'est-ce que je peux dire encore sur toi ? Qui s'intéresse beaucoup à l'art-thérapie et qui fait partie de ces mouvements d'art urbain depuis le début des années 90 et qui a participé en tant que danseur et en tant qu'organisateur, du coup qui a un certain recul sur tout le milieu et son processus depuis lors. Et enfin, non des moindres, David. Non. Ah non, c'est toi. C'était difficile de trouver un artiste qui serait prêt à venir témoigner, à venir discuter sur ce sujet sur lequel on a parfois de la peine à parler parce qu'il pose certaines questions sur nos pratiques. Et donc je remercie du fond du cœur Julien Champeau, a.k.a. Jules, artiste graffiti, artiste plasticien. Comme je dis toujours, mais ni ma mère ni ma sœur m'appellent Julien. Exactement. Donc Jules pour tout le monde. Jules Jonction, Exactement. Jules qui vient de juste à côté d'ici, qui peint depuis une bonne trentaine d'années et que j'ai le plaisir de connaître depuis pas loin d'une bonne trentaine d'années également. Merci d'être là, Jules. Yo. Aujourd'hui, le sujet, donc on parle d'art, d'addiction, entre thérapie et obsession. Je me permets de peut-être dire deux mots de la raison pour laquelle on a voulu aborder ce sujet dans le cadre de cette exposition. Cette exposition s'intéresse à l'expérience du graffiti, au vécu du graffiti, aux spécificités de chacun des artistes. Et il est bon de rappeler qu'on a quand même développé une forme d'art depuis une cinquantaine d'années uniquement basée sur le surnom des artistes, au point d'en faire un mouvement global, un mouvement international, qui a pris une ampleur sans précédent, qui est peut-être une des formes d'art les plus pratiquées au niveau populaire, donc hors académie, avec tous ses codes, toutes ses victoires, toutes ses qualités, mais aussi ses défauts. Malheureusement, je ne vois pas, c'est un sujet dont quelqu'un a parlé hier, justement. Une des dernières questions qu'on a eues à la conférence d'hier soir, c'était « oui, mais ». Pour beaucoup de ces artistes, c'est aussi une pente glissante, une pente descendante vers l'obsession, vers l'addiction envers le graffiti, envers la peinture, l'adrénaline. Et aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu autour de ces thèmes. Une première question, peut-être générale. Je pensais commencer peut-être par Sébastien, si je peux me permettre. Le rôle de l'ego dans les arts urbains. Comment est-ce que tu vois ça, le rôle de la personne dans les arts urbains en particulier ? Après, peut-être ça dépend de la définition en fait, de l'ego pour chacun. Mais je pense que dans nos cultures hip-hop, en fait, en l'occurrence, je vais parler plus de ce que je connais, la danse. Il y a un peu je pense défendre son crew. On a beaucoup l'idée du crew en fait dans la danse qui correspond au groupe. Donc je pense qu'il y a une histoire de vouloir représenter quelque chose ou de devoir défendre un crew ou un style de danse. Et je pense que par rapport à ça, si on se comprend bien, l'ego, c'est à un moment donné l'identification qu'on peut nous-mêmes se porter en fait à une image qu'on donne à travers ce qu'on peut représenter dans la danse.
Et du coup, peut-être que l'ego, il peut être justement à un moment donné de croire que le personnage qu'on se crée dans la danse existe vraiment. Donc on s'identifie en fait à quelque chose. Et du coup, les gens nous renvoient ça aussi en fait. Et du coup, comme on en parlait juste avant, ça peut aussi poser des problèmes en fait en dehors pour vraiment en fait quand on s'identifie fortement à quelque chose, comment nous on peut arriver à se connaître et comment on est quelque chose d'autre que juste la personne qui fait de la danse et qui s'identifie à oui, t'es fort, tu fais tel style ou tel style. Donc peut-être qu'on peut définir comme ça, c'est peut-être ça qui crée une identification à un personnage fictif. Alors le personnage fictif, justement, mais le personnage fictif qui existe quelque part, vu qu'il, dans le cas de la danse, il danse, ce personnage fictif qui existe sur les murs, je pense à notre nom. Qu'est-ce que tu penses, Jules, de cette notion d'alter ego, de ce personnage fictif? Toi qui l'es pas finalement tant que ça, en fait. Toi, tu es toujours Jules, justement. Ouais. Quand tu as dit alter ego, ça m'a changé le truc parce que depuis le début, j'entends Lego. Alors je me disais, tiens, que j'ai peut-être joué au Lego quand j'étais petit. Tu restes concentré, s'il te plaît. J'ai Lego technique, Lego constructeur. Non, alter ego. Je sais pas, je pense que peut-être certaines personnes. Je sais pas. Parce que, redis-moi le. Je te redis la question. Alors la question, je vais peut-être la formuler plus personnellement pour toi. Tu es en l'occurrence peut-être une des personnes qui a le moins cette différence entre le personnage qui a un surnom, et ou le personnage qui crée de l'art, et la personne que tu es tous les jours. Toi, tu es Jules, quoi qu'il arrive. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vois cette différence chez d'autres? Chez moi, par exemple. Tu vois la différence? Moi, il y a une différence entre moi et ce que je fais. Et par exemple, je peux croiser des gens et ils vont, qui sont jeunes ou moins jeunes, et après, s'ils sont carrément pas du tout jeunes, ils vont même plus le... Mais pour ceux qui le marquent encore sur les murs et tout ça, alors partout, ils marquent leur truc. Puis après, tu les croises je sais pas où. Il n'y a rien qui sera marqué sur eux. Ils ne vont rien mettre en avant. Et voilà, c'est deux, comme tu dis, c'est deux mondes. Donc après, tu lui dis, mais c'est quoi ton nom? Alors il va te dire, ouais, je m'appelle Stéphane. Et tu vas marquer Stéphane sur le mur. C'est pas comme ça. Je sais pas. Mais après, ce que tu dis, toi, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui, après, peut-être une période où ils sont jeunes, ils vont encore avoir l'impression d'être un. Ouais. Mais plus ils vont grandir, plus ils seront deux. Donc après, il y en a un des deux qui vont gicler. Soit ils vont être avec la famille, le travail, le machin. Ils ne vont plus exister avec le nom qu'ils avaient avant. Comme certains qu'on peut-être connaît. Ouais. Tu leur dis le nom qu'ils faisaient avant et puis ils faisaient les forts comme ça avec leur nom de tag, si tu veux, ou leur nom de danseur ou de je sais pas quoi. Mm-hmm. Puis maintenant qu'ils sont... Pour eux, c'est comme si c'était un truc d'il y a... Enfin, c'était comme un autre monde. Comme si c'était quelqu'un d'autre. Enfin, ouais, la préhistoire dans leur vie. Mm-hmm. Ils voyaient ça comme 2 ans qu'ils ont passé comme ça. Mais nous, 30 ans après, on est toujours avec les mêmes noms, les mêmes trucs. Et du coup, évidemment, c'est toujours l'unique truc qui est resté. C'est ce que tu disais avec moi. Et comme tu m'as appelé Julien au départ, là, c'était pour le gag. Voilà. Comme je disais, après, on peut avoir plusieurs noms, mais sinon, on vit avec le même nom. Comme toi, ton nom de danseur, tu vas vivre avec ce nom-là. Alors je disais justement, Sébastien, c'est une des exceptions, parce qu'il n'a pas vraiment de nom de danseur, ça a toujours été Seb. Oui, ouais, il y avait eu des petits pseudos à moi pour rigoler, mais c'est vrai que pour finir, en fait, j'ai surtout utilisé mon nom et mon prénom, parce que j'ai l'impression que c'est mon histoire, c'est tes parents qui te donnent un nom, il y a aussi toute une histoire derrière, donc en fait, c'est vrai que je vais plus communiquer avec mon nom et mon prénom, en fait. Ouais, mais tu es resté avec ta personne de danse, quel que soit le nom qui... Par exemple, au début, j'aurais pu écrire carotte, patate, et puis maintenant, je m'appelle Jules. Mais finalement, c'est le Jules qui reste, c'est pas carotte, patate. Donc toi, ce qui est resté, c'est ton nom. Ouais, bien sûr. Enfin, pas forcément le nom que tu mettais au tout départ. Ouais. Mais du coup, tu continues à faire de la danse et tu as un nom qui va avec ton truc. Ouais. Mais en l'occurrence, le mien, c'est... Il y a des gens, comme il disait la question de base, c'est qu'ils ont 2 vies, on dirait. Ouais. Et je pense que c'est une des questions qu'on aimerait aborder aujourd'hui. C'est justement ces notions de 2 vies.
Et le fait que pour énormément de gens qui pratiquent le graffiti, il y a des gens qui ont un certain succès. Je pense à toi, en l'occurrence, Jules, qui a un certain succès. Je dis au niveau de ta vie professionnelle en tant qu'artiste, mais pour toute une série d'artistes, il s'agit d'une vie parallèle qui sera vécue. Je pense, pour tous ceux qui auront l'occasion de visiter l'exposition, je pense à la salle dédiée aux gens qui peignent des trains, à Homer en l'occurrence, qui sont des personnes pour qui cet alter ego, cette autre personne, est complètement séparée de leur personnalité publique de citoyens. Je me permets de m'adresser aux hôpitaux. Dans quelle mesure est-ce que cette notion d'alter ego ou de personnalité, de vie parallèle revêt un certain intérêt ou une certaine importance dans les milieux dans l'étude de la dictologie ou des patients que vous pouvez traiter? Merci pour le partage, vous m'entendez? Tout d'abord, merci pour l'accueil. Et pour répondre à cette question, moi, je reviendrai sur ce que M. Jules, je peux vous appeler comme ça, a dit. Et je pense que ce que monsieur incarne, j'ai l'impression que c'est vraiment la personne qui est charismatique, qui incarne ce qu'elle fait. Et dans le domaine des addictions ou sociétales, je pense que c'est une minorité. C'est vivre et incarner ce qu'on fait et cette attitude, je pense que c'est de l'exclusif, c'est vraiment du luxe. On voit une capacité dans la personne de vivre quelque chose. La plupart de nous, on n'a pas cette force en nous. Et bien souvent, on trouve cet effet un peu duel dans la chose. Et pour expliquer ça, je reviendrai peut-être sur des facteurs vulnérables de la personnalité. Chacun de nous a son histoire, a son vécu, et on n'arrive naturellement pas à être aussi cohérent et authentique toute sa vie, c'est impossible. Auparavant, on avait des moments de rituels et de changements, d'initiatiques même, et là, on avait la possibilité d'incarner autre chose. Et si j'ai bien compris l'idée, c'est que dans cette activité, le graffiti, bien souvent, on a deux vécus. Un vécu qu'on pourrait appeler plus mondain, plus ordinaire, avec maison, boulot, dodo, et l'autre plus dans l'exister, dans le sentiment d'exister qui est là et ce qu'on fait par rapport à cet écrit. Moi, dans la clinique, je retrouve ça souvent dans un concept un peu, si on utilise un peu le côté plastique et artistique, où on a cette persona, ce masque qu'on met pour pouvoir faire face à l'autre et aller vers l'autre, à l'encontre de l'autre. Et là, ça va se décliner à l'infini parce que ce masque qu'on peut mettre et ce visage qu'on peut avoir face à l'autre, ça va être créé par notre background culturel. Et après, il y a l'intime. Et là, je pense que quand on est aussi charismatique que ça, je pense qu'on peut le vivre et on peut le montrer. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à montrer l'intimité. Cette intimité dans le sens où le plus profond est essentiel en nous. Ça, on retrouve dans les arts urbains, dans le graffiti. Et j'ai l'impression que quand on met ça à nu, c'est plutôt un partage de quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose, et vous le dites très bien, c'est quelque chose qui est fait. Ça passe par le nom, ça passe par l'écriture, mais il y a quelque chose qui est de la personne. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question ? Oui, alors oui, clairement. Maintenant, elle amène toute une série d'autres questions, c'est-à-dire dans quelle mesure, alors on en parlait un petit peu avec Seb, dans quelle mesure est-ce que cette personne et cette intimité, on a le luxe quand on fait du graffiti, c'est que la plupart des gens ne savent pas à quoi on ressemble. De nouveau, Jules et moi-même, on est parmi les exceptions. C'est-à-dire que la plupart des gens savent à quoi on ressemble, mais il y a plein d'artistes, dont certains sont peut-être dans la salle aujourd'hui, dont personne ne connaisse le travail, justement. Et justement, je trouve très intéressant cette notion d'intimité, c'est-à-dire qu'on crée un personnage, on l'affiche publiquement, mais en même temps, ce n'est qu'une image. On affiche un nom, les gens connaîtront ce nom. Les autres gens du milieu même ne connaîtront peut-être que le nom, mais toujours on peut se cacher derrière cette anonymité. Pour certains, et c'est un point qui a été soulevé hier soir, pour certains, ça devient l'unique moteur de leur vie. C'est-à-dire que cette recherche de la reconnaissance
d'un pseudonyme auquel on est très attaché, mais qui est finalement extérieur, parce qu'on le peint, les gens ne savent pas qui c'est. Elle devient essentielle dans leur mode de vie. C'est-à-dire que pour certains des artistes qui ont même exposé ici, à cette exposition, pour énormément d'artistes qu'on connaît, qui sont encore actifs, ils ne vivent que par ce nom, que par cette image. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la danse, on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu différent parce que là les gens nous voient, mais ça reste un personnage. Des danseurs qui peuvent être extrêmement agressifs, qui peuvent avoir une certaine attitude dans un certain contexte, qui n'a aucun rapport avec le reste de leur vie. Et dans quelle mesure est-ce que cette existence extérieure devient une substitution à ces problèmes de la vie de tous les jours? C'est intéressant parce que moi, je pensais que c'était moi qui m'intéressais à ce genre de questions, mais hier, de nouveau, quelqu'un a posé la question en disant « Vous parlez des artistes qui ont du succès en galerie, qui exposent, vous ne parlez pas de ceux qui ont foutu leur vie en l'air, je le cite d'hier soir, qui ont foutu leur vie en l'air pour le graffiti, dont certains, encore une fois, qui sont venus et avec qui on a discuté, et pour qui cette recherche de la reconnaissance devient une obsession, en fait. » Et une destruction. Oui. D'une certaine façon, par rapport à ce que vous dites, vous, ici, effectivement. Moi, j'ai pas... Je voulais pas forcément simplifier, mais rendre simpliste un peu la notion des addictions. En soi, je me suis toujours posé la question, à partir de quoi on est considéré addict? La réponse peut être simple, mais pas simpliste. C'est à partir du moment où on ne peut plus faire sans. Nous, comme on est du monde de la santé, effectivement, on s'occupe souvent des problèmes. Et souvent, quand les gens arrivent jusqu'à chez nous, le problème est déjà fortement installé. En l'occurrence, le tag, je vous ai posé la question tout à l'heure, et la notion juridique, pour moi, les tags rester du pénal à un moment donné. Et effectivement, à partir du moment où vous êtes dans l'expressivité, vous vous exprimez dans les murs et vous mettez votre empreinte quelque part, ou vous donnez un message, vous prenez un risque énorme. Et ces risques énormes que vous avez pris à un moment donné coûtent très cher. Et la plupart des artistes qui continuent à s'exprimer, qui devient et qui l'est toujours une force, on paye très cher à cela. Si on n'arrive pas à sortir de là, peut-être c'est à ce moment-là qu'on pourrait parler d'addiction. À partir du moment où on est addict à quelque chose, à partir du moment où on ne peut plus faire sans, plus sortir de là. Et là, peut-être que nous, on aurait un rôle à jouer pour pouvoir aider les gens et les artistes à sortir un petit peu de cette destructivité, même si l'art, et on parlait tout à l'heure d'une personnalité ou d'une double personnalité, on est nous, et puis on est nous, l'artiste. Donc, monsieur ici qui fait de la danse n'a pas notre scène, mais en même temps, il a une expressivité, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur scène, il danse et il dit quelque chose, il fait quelque chose d'assez majestueux. En tout cas, moi, je suis toujours fasciné par le monde de la danse. C'est le seul que j'estime qui défie la pesanteur, même. Et donc, voilà. Pour moi, les addictions, en tout cas n'importe qui, par rapport à ce qu'il fait, prend un risque, effectivement un risque qui peut être un moyen d'expression, qui peut être très soulageant, une force d'exister. Et puis effectivement, à travers cette force-là, on peut effectivement partir sur quelque chose de destructif et effectivement avoir des problèmes avec la justice et partir, comme vous disiez tout à l'heure, dans la vie réelle à 18-19 ans avec 100 000 francs de dette parce qu'on doit payer 12 000 francs le wagon qu'on a tagué en cachette. Voilà. Pour moi, il y a les deux, mais pour moi, un artiste, l'espace d'expression est l'essentiel. C'est une réelle force et un vrai risque qu'il prend. Alors justement, je vais me permettre de revenir sur cette notion de destruction, Jules. La destruction, non, parce que c'est une partie de ton nom, c'est le contraire. C'est dit que tu étais créatif, Jules. Mais la destruction, on sait les deux que... C'est vrai, j'avoue. Exact. On sait les deux que dans ce milieu, il y a toute une série, il y a toute une approche qu'on a pu avoir peut-être plus jeune, qui est aussi prise par certains groupes, vraiment de voir le graffiti sous l'angle de la destruction. D'ailleurs, ce sont des termes qui reviennent. On brûle, on crame, on détruit. On peint, j'allais dire c'est naturel. Presque. C'est-à-dire, du coup, des fois, c'est vrai qu'on prend des risques, mais en fait, en règle générale, c'est vrai que on pense pas trop...
Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, quand on peignait, plus on peignait, mieux on se sentait, quoi. C'était la fête. Ouais. Après, ça m'est venu un truc que tu as dit avant, quand il y avait les deux personnalités, l'histoire... mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où la personne, quand elle a 30, 40 ans, 50 ans, elle continue à faire des trains. Et du coup, là, on est plus dans un contexte de reconnaissance d'adolescence ou de pré-adulte, ou je sais pas comment ça c'est. Le gars, il a 50 ans, il peint des trains, et du coup, il est obligé de garder quand même cette distance avec le fait qu'il peut pas... Tu peux pas le montrer. Ben, il peut pas... Et du coup, qu'est-ce qu'il cherche? Ouais. Enfin, il peut pas... C'est comme s'il fait des cases, des braquages, et il va pas dire que ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ça reste le seul milieu de criminels qui font la publicité pour leurs crimes. Mais au bout d'un moment qu'il a peint 10 000 trains, on peut... Enfin, dans un sens suivant ce qu'il a fait ou comment il l'a fait, on peut le reconnaître comme artiste. Mais seulement qu'on pourra pas... Lui, il peut pas le mettre en avant, le revendiquer. Absolument. Là, on n'est plus dans le truc où le gars il fait... Oui. Et cette revendication, elle est intéressante. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais me permettre de citer un des artistes qui expose au-dessus, Homer, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous disait, on parlait de son installation, il parlait des trains, et il nous a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Donc il a, sans donner de détails sur sa vie, donc il a largement passé la trentaine, une vie civile, et c'est vrai que clairement, il passe toute son énergie, tout son temps à vivre à travers ce personnage, donc son pseudonyme, à voyager pour peindre des trains. Et il nous dit, Jean-Philippe, le directeur artistique, et moi-même, il nous dit, en fait, la moitié du temps, quand j'arrive devant le train, j'ai pas tellement envie de le peindre. Je sais même pas pourquoi je peins. Je fais juste quelque chose pour avoir une photo et un souvenir, mais c'est la mission qui m'a intéressé. C'est le fait de pouvoir rentrer, de pouvoir avoir déjoué les gardes, les caméras, et d'y être arrivé. Peindre, des fois, j'ai même pas trop envie. Et je trouvais ça assez magique par rapport à une approche qui serait peut-être plus la tienne ou la mienne. En l'occurrence, on a des approches relativement similaires où il y a toute une, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout un plaisir, toute une gestuelle dans la peinture qui est importante pour nous. Je pense que dans le graffiti, on se retrouve aussi avec un milieu qui est accroché au jeu. Et là, dans ce sens, je m'interrogeais sur addict, hein. Oui, mais sur le... Alors oui, Homer, oui, clairement. Sur le comportement à risque. Et dans quel sens est-ce que le comportement à risque peut faire partie justement d'une addiction? Cette recherche du risque, cette mise en danger de sa propre vie, en fait. Parce que, en l'occurrence, il a des responsabilités que je ne citerai pas ici, mais il est en train de non seulement se mettre en danger, mais ceux autour de lui, par rapport à sa qualité de vie. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les addictions en général? Je pense qu'on peut... Tout comportement peut devenir une addiction. En fait, c'est un continuum et l'idée est de placer quelque part où le curseur correctement. Par des définitions, oui, mais ça nous interpelle et ça nous donne des pistes. Dans la recherche du danger, je reviendrai plutôt sur des notions qui appartiennent à l'individu. Notamment, quelque part, si on regarde le graffiti ou autre, c'est des recherches, des stratégies que la personne a mis en place pour répondre à une question qui lui appartient, que ce soit recherche d'identité, recherche d'affirmation, estime de soi, création. Mais si on enlève ce côté qui appartient à chacun et qu'on ne peut pas négliger, la clinique, quelque part, la clinique de la dictologie, c'est la clinique de la rencontre, du lien, donc qui appartient à chacun, on ne peut pas la reproduire. Mais si on devait chercher des généralités, et on en perd un peu la raison, mais on est plutôt dans une optique de recherche de sens. Recherche de sens qui peut se définir par l'attrait du plaisir, de l'interdit, des facteurs initiatiques, la recherche de valorisation de l'autre, de sensations nouvelles, d'appartenance. Et je pense que ce que vous décrivez là, c'est plutôt des phénomènes semblables à ça. Donc, quelque part, un terroir qui est un peu plus fragile par rapport à ça, et quelque chose, si on devait simplifier, va combler ce terroir. Et on va le retrouver différemment selon chaque histoire, selon chaque personne.
Merci beaucoup. Sébastien, est-ce que toutes ces notions, elles te parlent? Ouais. Enfin, la notion d'appartenance qu'on retrouve, comme je disais au début, du crew dans la culture hip-hop. Et je pense qu'il y a aussi les recherches d'état, en fait. Bon, moi, je parle plus par rapport à la danse, parce que j'ai jamais fait de graffiti. Mais il y a, je pense, des états qu'on arrive à atteindre, en fait, dans la danse, des états de transe, je pense, qui sont peut-être pas addictifs, mais qu'on recherche par la suite. Et quand on parle aussi au niveau social, je pense que on a une façon d'évoluer, un peu comme dans les danses rituelles, où on est en cercle, où chacun rentre s'exprimer, il est applaudi, où il a un retour sur ce qu'il pratique directement. Et voilà, je pense que tout ça, oui, c'est ce qui joue, en l'occurrence, dans la danse. Je pense aussi cette notion de destruction et de chercher un moment créatif et de chercher un état particulier. Je pense effectivement à la peinture de trance, je pense au moment, aux quelques secondes où on décide qu'on va prendre le risque et on est en train de le peindre et la sensation qu'on a au moment où on a décidé, le risque il est pris, je suis devant le mur, la bonbonne elle est sortie, c'est parti. Et c'est ce moment où on peint ces états-là qui sont des états qu'on peut rechercher, qui sont des états peut-être pas de transe, mais où il y a aussi une forme de ritualisation d'une prise de risque et d'un geste, et qui fait partie de la créativité qui est spécifique à tous les artistes qu'on a exposés ici, qui est spécifique au graffiti. Qu'est-ce que tu penses de cette notion justement de ce moment de créativité dans le risque? Je parle de graffiti illégal là. Là, j'ai gardé le mot trans en tête. Du coup, dans la partie illégale, je pense qu'il y a une partie trans aussi. Parce qu'évidemment, faut que ça... Je pense qu'il y a plein de moments où il n'y a pas forcément le temps de réfléchir ou de pouvoir prendre la réflexion, même si le cerveau il met tout en place. La personne a des moments suivants, par exemple, tu es en haut d'un échafaudage quand il commence à démonter, donc il n'y a pas de barrière, rien. Ou alors au sol, ou je sais pas, enfin, il y a des milliers de différentes manières dans des situations de peinture de nuit, de jour ou quoi que ce soit, où il peut y avoir la transe. Ça c'est vrai, mais moi en ce moment, par exemple, personnellement, là je recherche ces temps, la transe, mais par exemple en peignant une toile, pour éviter de faire un truc où je vais réfléchir à pour avoir un truc spontané de manière... Enfin ouais. Tu parles du moment de création artistique, c'est-à-dire que le contexte, je reviens à la création artistique, c'est ça, le du contexte t'oblige à ne pas pouvoir être trop dans l'analyse de ce que tu fais parce que tu n'as pas le temps. Disons que si je dois reproduire une photo, alors tu es là, tu fais comme ça, ou alors un dessin, tu fais... du coup, c'est... Voilà, tu fais comme... C'est réfléchi. Comme dans la danse. Si tu as appris, enfin pas appris, mais répété un pas, tu répètes le pas, machin. Et il y a un moment donné où ça va sauter cette étape-là, où uniquement le cerveau, l'inconscient, il va donner les gestes, mais la personne, d'un coup, elle va se retrouver à faire des trucs qu'elle avait peut-être jamais fait. Et donc c'est ça que j'essaie en ce moment d'avoir dans la peinture, c'est c'est pas moi qui va le... Enfin, et c'est ça que... Enfin voilà. On parlait de trance, et c'est pour ça que je disais que dans l'illégal, il y a, je pense, une forme de trance. Mais moi, en ce moment, par exemple, moi, personnellement, là, je cherche ce truc-là, mais pour éviter de faire exprès, de faire un... Oui, des maniérismes, ouais. Ouais, de trop réfléchir. Mais je pense que dans la danse, il y a ce truc-là qui arrive à un moment donné où, quand tu dépasses la technique, il y a un moment donné où il y a ce truc de trance qui fait que suivant la musique et suivant le truc, suivant l'ambiance du truc, tu peux danser un truc que tu n'avais pas pensé de danser. C'est ça que je pense que le danseur aussi recherche en dehors des spectacles hyper programmés, mais même dans un spectacle programmé, je pense que le danseur il peut arriver à aller encore plus loin que ce qui était programmé. Ouais, pour la seconde d'étymologie, je vais juste me permettre, pour qu'on ait un public général quand même, l'expression break, le terme breakdance, c'est un terme français. En termes des médias, l'expression à la base pour toutes les danses qui se déroulent au sol était break et venait de l'expression en anglais to break, genre péter un plomb, c'est-à-dire effectivement lâcher le contrôle. C'était le terme original utilisé au début des années 70 pour ce style de danse. Person broke, ça veut dire qu'il avait justement trouvé cet état de transe au-delà.
Je voulais dire que dans toutes les expressions artistiques que nous avons, donc je ne suis pas expert en la matière, mais je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est une recherche de plaisir aussi. Donc à travers ce qu'on fait, la recherche de l'unicité, on est un peu le seul à le faire, le seul à le vivre, le seul si on reprend le sujet, les graffitis, ben il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose de soi, il y a quelque chose de plaisir. Et je crois qu'à travers la réalisation de cette œuvre-là, parce que ça reste quand même de l'art, quelque part, il y a quand même quelque chose d'assez physiologique là derrière. Donc il y a une caméra, il y a un flic, il y a quelqu'un qui peut nous choper, la tension monte, l'adrénaline monte, on est un peu dans quelque chose de très intense et intime et fort. Et finalement, on fait quelque chose et puis quel soulagement par la suite de l'avoir fait, quel plaisir de l'avoir réalisé sans forcément de conséquences destructives derrière. Imaginons on se fait choper, puis finalement après on doit payer quand même une amende assez lourde. Je reviens là-dessus avec beaucoup de regrets, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de plaisir dans ce qu'on fait. Je pense à un Dossor, je disais tout à l'heure, pour moi il défie la pesanteur, c'est quand même quelque chose de magnifique. Le ballet de Béjart, vous les avez tous vus, et moi j'ai épaté de voir les gens voler, quoi, tout simplement. Et puis à travers ça, je crois qu'il y a quelque chose d'assez interne, physiologique, qui produit du plaisir. Et je crois que tout le monde est en quête du bien-être et du plaisir. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, outre ce que ça peut générer comme problème juridique, j'ai envie de dire. Ouais, je t'en prie. Justement, c'est juste pour confirmer ce truc-là, c'est pour ça qu'avant je parlais de fête. La fête, oui. Parce que quelle que soit la mission, le machin, c'est... C'est agréable, hein, non. Et je trouve important ou pas, ces notions de gestuelle que je trouve intéressantes parce qu'elles sont très spécifiques au graffiti dans le sens qu'il y a une répétition. Je pense à l'installation de Risotte qui se trouve au-dessus où il a demandé qu'on reproduise son tag en grand et le reste est un développement de la mécanisation de son tag, c'est-à-dire de la répétition du geste. Il y a quelque chose de très très spécifique au graffiti dans le monde de l'art, c'est-à-dire qu'on travaille sur la répétition d'un geste, un geste qui implique tout le corps. La peinture pour faire d'autres types d'illustrations ou de peinture, la peinture, l'illustration, même la peinture la plus jetée ou la plus expressive ne demande pas autant d'implication corporelle que le demande le graffiti. Dans quelle mesure est-ce que ce rituel, ce rythme-là, je pense à un rythme aussi de peinture, devient aussi quelque chose de stabilisant et de positif. Je pense à Seb en l'occurrence, en tant que danseur et peintre, on parle de répétition de gestes. Le flop par exemple, c'est quelque chose qui est très, très ritualisé, qui demande tout le corps, c'est dans le grand lettre en bulle, des grandes lettres en bulle, qui demandent d'être effectuées extrêmement rapidement et qui demandent tout un apprentissage très similaire à une forme de chorégraphie finalement. Et dans quel sens est-ce que la répétition du geste devient aussi importante? Parce que là, on parle de trance, on parle d'improvisation, mais il y a aussi la répétition, l'entraînement. Je reprends les bases, je reprends. Et dans quelle mesure est-ce que toi, tu retrouves justement ce plaisir et quelque chose de peut-être de stabilisant, enfin que par rapport à ta pratique, la répétition de certains gestes à l'infini, le Fresno que tu as fait je ne sais pas combien de millions de fois, te fait du bien ou te permet d'arriver à certains états? Alors ça, pour moi, c'est un peu particulier parce que la répétition, c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire à l'entraînement. J'aime bien plutôt rentrer dans l'imaginaire, essayer de créer. Mais c'est vrai que je pense que la répétition, en l'occurrence les bases et ce qu'on appelle les fondamentaux, ça permet de créer un cadre. Ce qui fait qu'autour de ce cadre, on fait ce qu'on appelle du freestyle. Mais on a ce cadre-là qui permet d'arriver avec une bonne structure. Donc on a une autre structure qui est liée aux bases parce qu'on les a répétées et on sait qu'elles sont là et qu'elles peuvent venir assez facilement. Et autour de ça, on s'accorde des moments de freestyle. Mais après, ça, c'est peut-être plus dans le cadre d'une démo où c'est qu'on ne voudrait pas trop prendre de risques. Bien sûr, le summum, c'est quoi? C'est vraiment être libre. Mais c'est des moments qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Donc on est là, on danse, tout d'un coup, il y a 1000 personnes, on chope un petit coup de pression. Ah bah tiens, je me sens pas si à l'aise que ça, c'est pas ce que j'ai imaginé. Comment moi, je vais pouvoir rentrer dans peut-être ce que j'ai trait dans la répétition, dans ce cadre, qui va me permettre à un moment donné de me libérer et de faire... on va dire une petite promenade aux alentours et de pouvoir freestyler. Mais voilà, après, moi, dans ma perception, je pense que le freestyle, c'est ce recherche de moment où tu vas
tu vas être dans ton imaginaire, tu vas être dans ta transe, ou tu vas partir tu sais pas où, mais il va y avoir comme une logique ou des mémoires qui vont ressortir qui fait que tu es comme porté par quelque chose, je dirais, qui ne t'appartient pas, mais qui te ramène dans une harmonie entre la musique, entre l'espace. Et j'ai l'impression que c'est ça alors pour moi en tout cas, en tant que danseur, qui m'anime, et c'est ces endroits-là ou ces moments-là que j'ai envie d'atteindre. Une harmonie avec l'espace, c'est un truc qui te parle, Jules? Quand tu peins, quand tu peux aller dehors, quand c'est un lieu, je pense au dépôt de train en l'occurrence, hein, on reste sur les trains parce que c'est une bonne représentation du graffiti illégal. Est-ce qu'il y a un moment d'harmonie entre le lieu, toi, l'objet, hein. Le train, c'est un objet de... Non, mais le train, c'est un objet de fascination. Les gens, ils ne nous comprennent pas. Il n'y a que des personnes âgées qui adorent prendre des photos de train et les gens qui font du graffiti qui adorent les trains. Il y a une notion de mouvement. Non, mais il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au train comme objet, comme nous, on s'y intéresse. Les HSB, dans leur installation, ont ramené des cailloux. Il y a des enfants qui me demandaient hier, est-ce que c'est des vrais cailloux qui sont ceux sous les voies? Je pense que pour la plupart d'entre vous, entre un caillou normal et le caillou qu'il y a sur les voies, il n'y a aucune différence. Pour nous, il y a une différence claire. Il y a un bruit, il y a ce bruit particulier, il y a la sensation de la chaussure sur le rail, il y a l'odeur du métal. Je pense être nostalgique là. Non, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui prend de l'importance dans la pratique artistique? Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose qui appartient à ce rituel, à cette transe ou à ces lieux? Alors pour moi, non. Enfin, les odeurs, elles changent tout le temps. Les périodes, les années, comme les lieux où on vivait avant, je ne supporte plus l'odeur. J'arrive plus à... Donc après, mais je vois ce que tu veux dire avec c'est vrai que les voies de train, ils ont une odeur bien spécifique. Et c'est vrai que peut-être ça crée... Enfin, je sais pas si on revient à l'addiction, mais moi, là, je peux pas dire que je suis addict à des espaces précis dans la pratique artistique. Parce que c'est quelque chose si ce n'est que je supporte plus certains trucs. Tu ne supportes plus? Pourquoi? Juste, je suis curieux. Ah, les odeurs. Ok. Non, mais je parle pas des voies de train, je parle des autres trucs. Ouais. Non, ouais, mais... Parce que c'est vrai qu'on retrouve ça énormément chez les artistes qui sont issus du graffiti, cette nostalgie de certains lieux, et pas forcément sous la notion de risque, sous les notions d'espace en fait. Dans quelle mesure est-ce que justement le rituel peut revêtir une importance dans l'addiction justement à ces milieux pour vous? Là, on s'approche. J'ai entendu deux choses. Il y a une répétition qui peut être presque le chemin vers l'excellence et ce sentiment de bien-être et de perfection. Et j'entends également une répétition qui s'approche plus de l'addiction, là. Et c'est en soi un certain paradoxe qu'on retrouve dans toutes les addictions, où il y a quelque chose où on recherche à la fois une toute-puissance, une sensation de totalité extrême, des fois même le risque. Et de l'autre côté, on retrouve une certaine routine, quelque chose de répétitif qui, quelque part, nous enferme de plus en plus. Et là, je pense qu'on trouve une voie qui est semblable, qui s'approche en tout cas dans ce qu'on travaille, parce que quelque part dans la clinique, même si j'ai dit que c'était un travail du lien, on travaille surtout avec le côté sombre que la personne n'arrive pas à dévoiler. Et le travail, ça va être ça, c'est travailler le côté obscur de la personne. C'est aller la chercher où il y a quelque chose de très cristallisé. Et donc ce paradoxe qu'on trouve dans l'addiction est très prenant. Il y a réellement cette recherche de toute cette sensation, mais non pas vers l'excellence, mais plutôt qui nous confronte, qui atténue toutes les angoisses qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et cette répétition qui nous submerge et qui, quelque part, qui nous tient un peu sous une forme d'esclavage. On doit le refaire et le refaire, comme si on cherchait à reproduire quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à atteindre. Peut-être une certaine nostalgie de quelque chose, d'un temps passé. Des fois, c'est des fragments. Je me rappelle d'un patient qui me disait « Mais je fume parce que finalement, quand il a trouvé d'où venait cette ombre, c'était parce qu'il avait 6 ans. Il avait une mémoire de son père qui était en train de fumer, en train de conduire. Et ce qu'il cherchait, c'était cette première sensation, le premier goût qu'il a eu du tabac qui venait avec la brise. »
et trouver ce déclencheur, cette chose qui c'est un peu réellement revenir à l'intime, cette chose qui est unique à chacun et qui peut nous mener à des addictions, mais pas seulement. L'addiction, c'est réellement le côté obscur de la chose. Les rituels, les obsessions, les répétitions comme ça, est-ce que c'est un problème d'addiction ou pas? Moi, je reviens un petit peu au début. À partir du moment où tout ce que vous faites, j'ai envie de dire, ou tout ce qu'on fait dans cette dynamique-là, à partir du moment où on le fait pour ne pas être mal, il n'y a pas de mal. Je me fais comprendre. Oui. Ouais. Alors, non, je pense que à partir de là, donc, ça devient un problème à partir du moment où on doit faire pour ne pas être mal. Mais si ceci nous permet d'être bien et d'être dans la recherche de l'excellence, dans quelque chose qui nous fait du plaisir, qui nous fait bien, qui nous rend bien, enfin, c'est être bien, à partir de là, je ne le considère pas forcément comme un problème. C'est plutôt quelque chose d'extraordinaire. Ah, oui, effectivement, vous avez des patients, en l'occurrence, qui courent toute la journée après le produit pour être bien, passer d'une véritable souffrance, ce serait un problème énorme, parce que lui, il va continuer à courir, à chercher ce qu'il faut pour un petit moment, pour ne pas manquer ou être le mieux possible. Voilà. Moi, je simplifie un petit peu, sans être simpliste, les addictions. C'est à partir du moment où on boit de l'alcool pour ne pas être mal, ça, c'est un problème. Ouais, alors, parce qu'on ne boit pas pour être bien. Hein, donc, ouais, sinon, on a des crises d'épilepsie, on peut mourir. Je parle du graffiti ici. En l'occurrence, il faut se rappeler que souvent, quand on commence, qu'on fait des tags, chaque tag est illégal. Chacun est une infraction. Pour chacun, on peut recevoir une amende. Et le fait de le faire, alors je pense que des gens avec pas mal d'années de pratique, un certain recul, on a une autre approche de notre pratique, mais pour quelques-uns des gens qui ont exposé ici, il y a vraiment quelque chose dans cette notion de s'ils ne sont pas en train de le faire, ils se sentent mal parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fait assez de tags cette journée-là. Ce qui me permet d'aborder un autre sujet qui est extrêmement important dans le milieu du graffiti. De nouveau, peut-être moins pour des gens qui ont beaucoup d'années de pratique, quoique c'est cette notion de compétitivité par rapport à l'autre, dans lequel on arrive à des compétitivités maladives. Alors moi, je viens du milieu du sport à la base, où c'est encouragé de faire une obsession que d'être meilleur que les autres, dans la danse également. Finalement, on encourage, si on veut gagner, il faut être meilleur que l'autre. Et dans le graffiti, étonnamment, ce que pas forcément tout le monde sait, c'est extrêmement important. C'est un facteur déterminant. C'est une recherche, on parlait hier d'espace public, de conquête. C'est une recherche de conquête, mais c'est aussi une conquête et une domination sur les autres groupes, effectivement, mais aussi sur les autres artistes, d'avoir fait plus, toujours, plus grand, mieux, plus dangereux, plus risqué. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de comportements problématiques à ce niveau-là, par rapport à, justement, au fait que si on n'a pas fait, l'autre a fait et mieux. Moi, j'ai des souvenirs d'arriver à la fin du week-end et m'être dit, nous, on a fait 5 trains, mais je sais qu'eux, ils en ont fait 7 ou 8. Donc, on va y retourner lundi ou mardi soir pour être sûr qu'on est à niveau. Ou plus. Ouais, ou plus. Mais pour certaines, et pour pas mal d'acteurs de ces milieux, c'est un élément déterminant. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce regard, alors là où je voulais en venir en ces termes, dans quelle mesure est-ce que le regard de l'extérieur, justement, sur cette personne, sur son propre état, devient ou peut être important? Je vous écoute volontiers, puis après Sébastien, parce que je sais que c'est quelque chose aussi très important dans le milieu de la danse. Là, avec cet exemple que vous venez de dire, vous réunissez 3 critères pour définir une dépendance. La perte de contrôle, la perte de tolérance, ou plutôt le désir de constamment continuer, un sentiment puissant de le faire, et une perte de plaisir. Ça ne nous satisfait plus, et là, on cherche le regard de l'autre. Et là, je vous interpelle par rapport à cette histoire de faire mieux que l'autre. Et je me pose la question si, quelque part, on recherche une reconnaissance. Et je ne sais pas si la danse ou le sport reviennent à ça. J'avais toujours compris que c'était un dépassement de soi-même.
Ok, je me trompe. Pas pour les danses urbaines en tout cas. Hein. Ok. Pour les danses urbaines, il y a très clairement. Alors oui, mais on se dépasse soi pour faire mieux que l'autre. Enfin, en tout cas, je parle du break là. Hein. Ça dépend. ou Avec alors- le temps, je pense que, par exemple, je me retrouve dans ce que tu dis, mais pour une époque plus jeune. Je suis pas tout vieux non plus, mais bon, j'ai 30 ans, mais avec, je dirais, 15 ans de danse, je dirais que mes 5, 6, 7 premières années, oui, en fait, j'avais cet esprit de compétition qui était énorme et ultra présent, mais c'était aussi dû, je pense, à un manque de connaissances de manière générale sur la vie, en fait, et en grandissant, ça s'est complètement atténué, en fait, cette recherche de vouloir faire mieux que l'autre et d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance. Ce qui a vraiment pris la place, c'est ce fait de, au final, de juste sentir que, de sentir exister. C'est cette recherche de l'état de grâce, par exemple, quand on danse. Et je dirais même de l'état de disgrâce, en fait, parce que pour moi, il y a plus je fais plus trop attention à cette notion de bien et de mal. C'est pas vraiment très important pour moi dans l'art, parce que les deux, pour moi, ont leur place. Et il y a de la beauté dans l'un ou dans l'autre. Tout dépend de comment on se positionne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, là actuellement, ouais, c'est plus un dépassement de soi que je recherche. Et je dirais que si je continue à danser aujourd'hui, c'est pour essayer de me rapprocher de ces choses-là qui me dépassent et que j'arrive pas forcément à comprendre au final. Plutôt que les choses, je dirais, de base, qui sont un petit peu clichés, de vouloir être meilleur, gagner, être connu. Alors, j'oserais, avec tout l'énorme respect que j'ai pour ta danse, dire que c'est ce qui te rend particulier aussi. C'est ta spécificité personnelle que je retrouve peut-être aussi chez Sébastien, mais que personnellement, avec le recul de ces milieux-là, je trouve justement fait de vous deux, en tout cas, des exceptions dans ces milieux. Car ce sont des milieux qui sont quand même énormément définis par la compétition et il a fait 33 tours, je vais en faire 34. Je pense qu'il y a aussi la question des époques, c'est-à-dire que là, on va parler de la danse, en tout cas la danse hip-hop telle qu'elle était au début des années 90 et telle qu'elle est maintenant, elle est différente, dans le sens qu'il y a aussi des enjeux maintenant, il y a des grandes marques qui sponsorisent des danseurs, qui les payent, tu peux gagner des battles, tu es payé, mais je pense qu'il y a la question voilà, des époques qui sont différentes et des enjeux qui sont différents, en tout cas pour la danse. Et après, la question de la compétitivité, je pense que ça dépend aussi des groupes, on va dire, il y a des philosophies aussi, quand on voit typiquement, il y a des groupes de danse qui sont orientés avec, on va dire, un leader qui est parti sur une certaine philosophie. Dans cette résonance-là, il a attiré aussi des gens vers lui, qui ensuite a transmis en fait cet état d'esprit. Et il y a des personnes qui vont être aussi hyper compétitives, qui vont transmettre la compétitivité aux autres. Après, la compétitivité en tant que soi, ça peut être aussi une compétition contre soi-même. Et je pense qu'avec le temps, je me dis, en fait, c'est la seule qu'il faut qu'il y ait pour que ce soit vraiment quelque chose, je pense, j'ai l'impression, de bénéfique pour soi et les autres. Mais oui, du coup, je pense qu'il y a vraiment la question des enjeux qui peut, à un moment donné, créer une compétitivité, en l'occurrence, en sachant qu'il y a aussi des juges dans les battles. Ce n'était pas le cas à l'époque. Les gens se rencontraient, dansaient. Non, moi, j'ai préféré lui. Ah, mais moi, j'ai trouvé que lui, il était plus gracieux. Ah, bah, j'ai trouvé que lui faisait des mouvements plus impressionnants. Et du coup, ça laissait une subjectivité. Maintenant, il y a quand même des battles. Il y en a ils ont fait des systèmes un peu comme patinage artistique, où c'est que tu as des points sur telle technique. Le break est aux Jeux Olympiques. Donc, du coup, ça pose ces questions-là et ça pose la question aussi de la compétitivité. Parce que c'est vrai que quand on dit il y a le break aux Jeux Olympiques, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces aspects-là et je pense qu'ils existent tous à quelque part. Mais est-ce que la professionnalisation, justement, est-ce que vous pensez, et je pense à Jules aussi, je pense au graffiti, est-ce que la professionnalisation du graffiti va justement en diminuant cet aspect compétitif ? Le fait que... Ouais, ça, ouais. Après, après, du coup, ça devient une espèce de travail. Mais c'est marrant parce que j'ai marqué olympique et 30 secondes après, tu as dit olympique. Et puis quand on parlait avant avant, on parlait d'un truc qui me fait penser aux Jeux Olympiques, parce que c'est un peu toujours enfin, dans tout, que ce soit de la finance, de n'importe quel travail, à part certains travaux, il y a quand même toujours n'importe qui monte une entreprise, il va essayer de la faire monter pour qu'elle monte, pas pour...
Le principe de la surenchère. Pour Ouais. qu'elle coule. Après, je me disais, je reviens beaucoup avant, mais on disait addiction. Après, je pensais il y a passion dans le bien-être. Puis il y a travail aussi. Parce qu'il y a un moment donné où c'est pas la fête tout le temps, c'est aussi le travail, c'est la vie qu'on fait tous les jours. Donc c'est aussi... Évidemment, si on fait tout le temps la même chose, à mon avis, là, ça pose un problème. Du coup, là, on rentre dans un problème plus... quelqu'un qui va tout le temps faire quelque chose et puis il va même pas le maîtriser. Puis en plus, qui fera toujours la même chose, à mon avis, il a un souci. Et peut-être qu'il va venir vous voir. Mais est-ce que dans le Parce que graffiti... la recherche, c'est quand même d'aller toujours dans un autre... Oui, oui et non. Est-ce que dans le graffiti, justement, on n'a pas justement cette opposition de base dans l'art lui-même, dans la définition de l'art? Dès le début, on a de nouveau la chance d'avoir le film sur Martha Cooper, donc on aura des images incroyables du début des années 70 tout à l'heure dans cette salle. On avait déjà la différence entre la répétition, tu vois, des gens qui ont pris un tag, je pense à Asile à Paris en l'occurrence, et c'est toujours le même tag, et je le fais juste, si possible, 2000 fois par jour, absolument partout. Et d'un autre côté, les gens qui vont le pousser de manière créative. De la même manière que dans la danse, tu vas avoir des gens qui vont dire « je vais faire un tour de plus que Chico ou d'autres. Et il y a des gens comme à 5, et des gens comme Lorenzo qui vont pousser leur créativité personnelle. Et est-ce que c'est justement cette mais après, c'est un choix artistique. c'est un choix artistique, mais les arts urbains ont ça de particulier qu'ils valorisent quand même le côté répétitif. Et ça, c'est quelque chose de quand même relativement particulier. C'est de valoriser aussi un acte qui n'est pas forcément créatif. Finalement, tu respecteras quelqu'un s'il a fait son tag parce que tu en as vu 4000 dans la ville, il a fait toujours le même, il n'y a aucune créativité. Si ça se trouve, quelqu'un le lui a donné, lui a montré comment le faire, il va simplement le répéter à l'infini, ou tu as appris un certain mouvement que tu répéteras à l'infini jusqu'à pouvoir le faire mieux que les autres sans savoir faire d'autres mouvements. Je pense aux Coréens au début des années 2000, tu sais, où il y avait chacun dans le groupe avait un geste qu'il savait faire à la perfection. Et du coup, est-ce que ces définitions-là... dans quelle mesure est-ce qu'elle limite aussi la créativité et pousse à ce moment-là vers des comportements addictifs, justement Peut-être sans forcément répondre à cette question-là, parce que je ne le saurais pas, mais la notion de compétitivité, tout à l'heure, on en parlait en partie, ritualisation, les dépassements de soi. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'addiction, selon moi, puisqu'effectivement, donc, quand vous prenez un produit quelconque, vous êtes toujours presque obligé de prendre plus tous les jours pour avoir le même effet. Sinon, vous n'avez plus le même effet. Donc, voilà. Vous êtes un peu dans cette logique d'être toujours le meilleur, le plus haut, le plus fort, le plus de tours. Voilà, vous allez au-delà de ce qui est possible. Et là, sans venir à cette réflexion, parce que je ne saurais pas peut-être répondre à cette question-là, mais moi, là, je vois une notion de violence à soi, violence sur l'objet. Voilà, quand on danse, on fait des claquages, on se blesse. Quand on fait des tags, on prend un risque. Quand on peint les trains ou à la gare, on peut se faire shooter. Enfin, j'en sais rien. Donc, il y a quand même une notion de violence là tout autour. Violence à soi, violence aux autres, violence aux objets. Alors c'est peut-être aussi l'art qui le veut, à un moment donné, parce qu'effectivement, en termes de créativité, il faut qu'on fasse autre chose autrement, puis surtout qu'on fasse ce qu'on veut, ce qu'on ressent et ce qu'on vit, toute l'intimité qui va avec, et puis voilà, j'y laisse mon empreinte. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose autour de la violence, c'est assez fort. Si je peux rebondir en deux mots, parce que j'avais marqué ça déjà avant. Oui. Moi, je suis inculte, donc l'histoire, c'est pas mon truc. Mais ça part quand même des histoires de contrer la pauvreté, les gangs et la violence. Les 5 choses du hip-hop, donc la danse, toutes ces choses, viennent contrer ce bordel-là de violence, de drogue, de gangs, de pauvreté, tout ça dans ces lieux. Donc là, je voulais en revenir au battle, au combat.
Et c'est sûr que le but, c'est de se battre et d'être fort, comme à la boxe, comme n'importe où, non? Donc, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi même si on faisait la fête en peignant pour certains, parce que pas tout le monde est dans la violence et tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui naît de la violence, c'est cette base de hip-hop. C'est une ritualisation Si je me de trompe violence. pas, Ouais. vu que je suis un peu pas super, je suis un peu, enfin, je suis pas né là-bas, voilà, je suis né ici, mais en gros, voilà, ça part quand même de ça, si j'ai bien compris. Ouais, je trouve intéressant cette notion de violence envers soi-même, de cette notion de se pousser. C'est vrai que la violence, La violence, elle est là. la violence, elle est là. C'est un contexte. Donc, c'est juste qu'on la met d'une autre manière. Enfin, je parle pour moi. On l'extériorise à travers un art, à travers la danse. Typiquement, tu as des danses comme Top Rock qui sont très figuratives, où c'est que on danse, c'est la danse de combat, ça s'appelle, si je me trompe. Voilà. Donc du coup, clairement, on essaye de sublimer une sorte de violence parce qu'à son origine, la danse vient de quartiers où c'était difficile. Donc c'était sortir un peu de ces difficultés en l'exprimant à travers le corps. Et je pense que c'est vrai que dans la danse, il peut y avoir aussi, comme c'était mentionné auparavant, des sortes de violences en fait envers soi-même. Je prends typiquement la danse qu'on prend le pop par exemple. Il y en a qui sont tellement des fois à vouloir pop, donc c'est une contraction musculaire, voilà, au niveau du corps sur le rythme, et de vouloir tellement comme ça frapper. J'y vois des fois une sorte de violence envers soi-même. Et voilà, après on peut voilà, on peut interpréter comme on veut, mais je pense qu'il y a aussi, voilà, sublimer des violences à travers l'art, à travers le mouvement, ça, clairement. Je pense peut-être les sublimer, mais aussi des fois les reproduire. Je pense que dans le graffiti, aussi, ouais. dans la danse, moins, depuis la fin des années 90, il y a moins de violence, il y en avait avant, beaucoup. Et dans le milieu du graffiti, elle reste présente, peut-être aussi à cause de cette intimité, finalement, de cette mise à nu qu'on opère. Ça reste des milieux où certains conflits peuvent se régler de manière violente, ce qui, pour un milieu artistique, est quand même étonnant. Je pense peut-être une des différences avec les milieux du street art. Le graffiti reste un milieu où la menace de violence est toujours présente, pour des histoires qui peuvent sembler complètement ridicules au commun des gens. Il a écrit son nom trop près du mien, ou sur un mur où il n'a pas le droit de le mettre. Enfin, et on peut arriver à des comportements extrêmement violents. Est-ce que vous pensez que cela c'est lié justement à ces notions d'intimité? Là, vous décrivez quelque chose qui est très flagrant. Il y a quelque chose de la violence qui vient déjà de la culture, du lieu où on est né, un peu un background qu'on a. Et ce qu'on retrouve dans les addictions, c'est qu'il y a un seuil d'excitation qui n'est pas, entre parenthèses, habituel. Donc on a besoin, pour avoir une activité cérébrale pleine, d'augmenter ce seuil, que ce soit à travers des substances, que ce soit à travers le risque. Et donc là, peut-être qu'on trouve un lien entre cette envie d'atteindre cet état à travers un danger. C'est comme une personne on voit ça dans les PTSD par exemple, où la personne, suite à avoir vécu... Vous pouvez juste définir PTSD, par exemple, les troubles vécus par les soldats en revenant de la guerre qui, quelque part, sont complètement déprimés, émoussés, parce qu'il y a un trop-plein de vécu qui les a complètement dépassés. Et je fais le parallèle avec ce que vous décriviez tout à l'heure. Là, on pourrait peut-être l'expliquer par rapport à ce seuil d'excitation qui a besoin d'être différent de l'autre. Peut-être en raison d'une violence vécue dans l'enfance, dans un contexte violent où on est né. Naître à Bagdad, c'est différent de naître à Stockholm. Mais plus que ça, on retrouve quelque chose de l'ordre de la répétition. Là, on pourrait presque utiliser est-ce qu'on veut exorciser quelque chose par rapport à ce qu'on a pu vivre? J'en sais rien. Mais ce que j'entends surtout, c'est... Et là, on revient aux addictions. Le mot addiction, si on traduit, ça veut dire à. Donc quelque chose où on est soumis à quelque chose. Et on a une perte de contrôle. On n'arrive plus à contrôler. On est soumis à cette impulsivité, cette envie. Et d'où peut-être les 200, 300, 400 graffitis ou tags faits en une journée. Et là, je vois peut-être des liens qui peuvent nous donner des petits red flags qui nous indiquent que peut-être il peut y avoir derrière tout ça, derrière ces comportements, de la souffrance.
dans ces personnes. Après, on n'est pas là pour... Après tous vécu, on a bien envie que notre nom ne soit pas effacé sur le mur. Après tout, cette prise de risque, on a envie que notre empreinte reste un territoire et on n'a pas envie qu'on nous l'efface. Et là derrière, après tout ce que tu viens de dire, j'ai pas envie qu'on touche à ça, et si on touche, je tape. D'une certaine façon, c'est assez archaïque et simple à comprendre, mais inacceptable, probablement, certes, en termes de violence, mais elle est là, elle fonctionne comme ça. Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais c'est à peu près pareil. Je pense que c'est aussi important de se rappeler qu'historiquement, toutes ces cultures hip-hop ont été développées par des enfants, alors on disait des garçons tout à l'heure, en majorité, de 13-14 ans. Hein. Les codes à travers lesquels on continue à vivre maintenant datent déjà d'une autre époque et ont été créés, pour la plupart, de nouveau, on va voir les images dans le film tout à l'heure, ont été créés par des très jeunes enfants, en fait, et sont devenus des codes maintenus et perpétués par des gens comme nous-mêmes, donc des adultes, dans des contextes politiques, sociologiques complètement différents, mais on s'accroche à ces codes qui datent d'une autre époque et qui ont été développés par des ados, voire des pré-ados. Et là, je pense qu'il y a une beauté dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelque part, ces jeunes gens, venant de milieux difficiles, ont réussi peut-être à trouver une thérapie par eux-mêmes, de créer des codes. Un exutoire. Un exutoire. Mais rendre peut-être visible, ça peut être un cri, même la violence, c'est quelque chose... On est violent souvent parce qu'on ne sait pas communiquer, on n'arrive pas à dire autrement, mais ça reste de la communication. Un exutoire qui est devenu culture. Le hip-hop, c'est une culture. Actuellement, c'est juste extraordinaire. L'ampleur internationale que ça a pris. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais on revient quelque part un peu à l'art. Et l'art, c'est aller vers l'autre, c'est une invitation. Et c'est aussi communiquer, mais aussi se séparer. J'entendais souvent ça. La signature d'un artiste, c'est le baiser d'adieu. Et c'est un peu ça. Donc il y a ces mouvements où il y a l'intime qui se sépare, il y a ce... Quelque part, j'aime bien utiliser ces mots parce que c'est provoquant et ça interpelle surtout venant d'un psychiatre. C'est de l'exorcisme que l'on veut. Exorciser, c'est quelque part, c'est renouer avec quelque chose qui est de l'ombre, mais qui nous appartient. La définition d'un artiste, c'est ça. Mais j'entends ça, que vous dites ça arrive à l'art, mais moi j'espère bien que c'est parti de manière artistique. Parce que, de nouveau, si je ne me trompe pas, les gens qui notaient les choses, c'est des zones de gangs, là où il y a des zones, comment on dit, des territoires, des zones. Moi, je suis allé dans des endroits où sur le mur, il n'y a personne qui a écrit au crayon gris, ni David, ni Frédéric, ni Samuel, ni rien du tout. C'est le territoire d'un gang, il n'y a personne qui touche ce putain de mur, donc il n'y a pas une seule signature sur ce truc. Et le mur d'en face, qui est une petite rue où on passe à vélo, il est défoncé. Donc à la base, je pense bien que c'est des trucs de gang. Et je pense bien que le truc de hip-hop, j'espère, part d'une volonté artistique aussi, sans le savoir peut-être. Mais j'entends que ça arrive à un truc artistique après la violence. Mais je pense que c'est un mouvement qui part de ça, d'une volonté aussi artistique. La danse artistique, la musique c'est artistique. Tout ce qui fait partie de ces 5 trucs, c'est artistique. Mais cette notion de lutte, on le trouve partout, dans tous les domaines de la vie et professionnelle. Allez-y. Ouais. Excusez-moi, je vais juste profiter de voir si c'est des questions du public. Non. Du coup, on est pile sur le sujet. On arrive à la fin de cette discussion. Merci d'être venu et d'avoir écouté. Je vous propose dans 5-10 minutes de lancer la projection du film.